Yo no sé si tengo una visión Luis Sepúlveda. muy particular o muy original de la literatura. Je ne suis pas sûr d'avoir une vision très particulière ou très originale de la littérature. Primero tengo muy claro que primero soy ciudadano y después soy escritor. La première chose que je vois clairement, c'est que je suis d'abord un citoyen et ensuite un écrivain. Ça peut pas faire de mal. Y como ciudadano tengo muchos deberes que cumplir. Et comme citoyen, j'ai de nombreux devoirs à accomplir. Tengo entonces el derecho moral de sentarme a escribir y ser un escritor. Et ce n'est qu'une fois que j'ai accompli mes devoirs de citoyen que j'ai le droit moral de m'asseoir comme écrivain et de me mettre à la tâche. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça peut pas faire de mal. Assis sur les bonbonnes de gaz, le dentiste et le vieux regardaient couler le fleuve. De temps en temps, ils se passaient la bouteille d'aguardiente et fumaient des cigares de feuilles dures, les seuls qui résistent à l'humidité. « Écoute, j'avais complètement oublié, dit le dentiste, je t'ai apporté 2 livres. » Les yeux du vieux s'allumèrent. « D'amour ?» Le dentiste fit signe que oui. Antonio José Bolívar Proaño lisait des romans d'amour et le dentiste le ravitaillait en livres à chacun de ses passages. « Ils sont tristes ?» demandait le vieux. « À pleurer » certifiait le dentiste. « Avec des gens qui s'aiment pour de bon, comme personne ne s'est jamais aimé, et qui souffrent beaucoup, j'ai bien cru que je ne pourrais pas le supporter. » À vrai dire, le docteur Rubicundo Loachamin ne lisait pas les romans. Quand le vieux lui avait demandé de lui rendre ce service, en lui indiquant clairement ses préférences pour les souffrances, les amours désespérés et les fins heureuses, le dentiste avait senti que la tâche serait rude. S'il se rendait dans une librairie avec une demande pareille, on le prendrait sûrement pour une vieille tante. Et puis il avait trouvé une solution inespérée dans un bordel du port. Un soir qu'il s'ébattait avec Josefina, une belle négresse à la peau lisse et sèche comme le cuir d'un tambour, il avait vu un lot de livres rangés sur la commode. « Tu lis ?» avait-il demandé. « Oui, mais lentement. »« Et quels sont tes livres préférés ?»« Les romans d'amour » avait répondu Josefina. Elle avait les mêmes goûts qu'Antonio José Bolívar. À dater de cette soirée, Josefina avait fait alterner ses devoirs de dame de compagnie et ses talents de critique littéraire. Tous les 6 mois, elle sélectionnait 2 romans particulièrement riches en souffrances indicibles. Et plus tard, Antonio José Bolívar Proaño les lisait dans la solitude de sa cabane face au fleuve Nangaritza. Paru en France en 1992, Le vieil homme qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda est un roman captivant, plein d'humour et de tendresse, porté par une écriture imagée et vive. Empruntant la forme du conte et fait d'aller-retour entre le passé et le présent, il nous raconte la vie d'un homme bouleversé par 2 grands événements, la découverte de l'Amazonie dans sa jeunesse et celle de la lecture à ses vieux jours. Tout jeune, Antonio José Bolívar quitte les montagnes péruviennes pour s'établir au cœur de l'Amazonie comme colon, en échange d'une terre à déboiser. Inconscient des difficultés qui l'attendent, comme de l'impact de la déforestation, il découvre bientôt un paysage hostile et indomptable. Le paradis promis, ironiquement appelé El Idilio, l'idylle en français, se révèle être un enfer. C'est alors que sa rencontre avec les Indiens Shuars, fins connaisseurs de la forêt, change profondément notre homme. En vivant à leur côté, Antonio renonce à tenter de soumettre la nature pour en apprendre le langage. Il découvre alors un univers insoupçonné et poétique. Quant à la lecture, elle sera pour lui un antidote contre le venin de la vieillesse et une consolation face à la solitude. Né au Chili en 1949, Luis Sepúlveda, grand voyageur, opposition engagée, ce qui lui valut plusieurs années de prison à l'époque de Pinochet, est aujourd'hui également correspondant de presse et scénariste. Nourri de l'expérience personnelle de l'auteur auprès des Indiens, Le vieux qui lisait des romans d'amour est un magnifique récit d'aventure à la dimension métaphysique, une invitation à repenser notre rapport avec la nature. Suivons donc Antonio José Bolívar au cœur de cette forêt sacrée, victime de la barbarie des hommes et de plus en plus menacée actuellement. Plantons le décor d'El Idilio autour d'une épique consultation dentaire.
Cernée par la forêt et bordée par les eaux du Nangaritsa, la petite bourgade d'Elidillo, située à plusieurs jours de navigation de la première ville, vit au rythme des passages d'un vieux bateau appelé le Sucre. Ce dernier transporte avec lui visiteurs et vivres pour approvisionner les habitants isolés du reste du monde. Parmi les voyageurs figure ce jour-là le fameux docteur Rubicondo Loachamim, complice de notre héros. Sa visite, 2 fois par an au village, est un événement aussi redouté qu'attendu. Le ciel était une panse d'âne gonflée qui pendait, menaçante au-dessus des têtes. Le vent tiède et pisseux balayait les feuilles éparses et secouait violemment les bananiers alentours. Les quelques habitants d'Elidillo auxquels s'était joint une poignée d'aventuriers venus des environs attendaient sur le quai leur tour de s'asseoir dans le fauteuil mobile du dentiste qui pratiquait une étrange anesthésie verbale pour atténuer les douleurs de ses clients. « Ça te fait mal ?» questionnait-il. Agrippés au bras du fauteuil, les patients, en guise de réponse, ouvraient des yeux immenses et transpiraient à grosses gouttes. Certains tentaient de retirer de leur bouche les mains insolentes du dentiste afin de pouvoir lui répondre par une grossièreté bien sentie, mais il se heurtait à ses muscles puissants et à sa voix autoritaire. « Tiens-toi tranquille, bordel, bats les pattes !» Du passage du bateau, les gens n'attendaient rien d'autre que le renouvellement de leurs provisions de sel, de gaz, de bière et d'aguardiente. Mais la venue du dentiste était accueillie avec soulagement, surtout par les rescapés de la malaria, fatigués de cracher les débris de leur dentition et désireux d'avoir la bouche nette de Chico afin de pouvoir essayer l'un des dentiers, pompeusement étalé sur un petit tapis violet. Le dentiste débarrassait leurs gencives de leurs ultimes vestiges dentaires, après quoi il leur ordonnait de se rincer la bouche avec de l'aguardiente, l'eau de vie locale. Pour les habitants des rives du Samora, du Yaquambi et du Nangaritsa, le fauteuil mobile du docteur Rubicondo Loachamim était une institution. En fait, il s'agissait d'un vieux siège de coiffeur avec le socle et les bras émaillés de blanc. Il fallait toute la force du patron et des matelots du sucre réunis pour le hisser à quai et l'installer sur une estrade d'1 mètre carré que le dentiste appelait la consultation. Sur la consultation, c'est moi qui commande, nom de Dieu. Ici, on m'obéit. Une fois sorti de mon siège, vous pouvez m'appeler arracheur de dents, fouille-gueule, tripoteur de langue ou tout ce qui vous passe par la tête. Et vous pouvez même m'offrir un verre. Le dentiste finit d'opérer son dernier client et poussa un soupir. Il emmaillota les dentiers qui n'avaient pas trouvé preneur et tout en désinfectant ses instruments, regarda passer la pirogue d'un chuard. L'indigène pagaillait debout. Il donna 2 petits coups de pagaie et vint se coller au bateau de marchandises. La figure renfrognée du patron du bateau apparut par-dessus le bastingage. Le chuard lui expliquait quelque chose en gesticulant de tout son corps et en crachant sans arrêt. Le dentiste sécha ses instruments et les rangea dans une trousse en cuir. Puis il prit le récipient contenant les dents arrachées et le vida dans le courant. Le patron et le chuard passèrent à côté de lui en direction de la mairie. « Va falloir attendre, docteur », lui lança le patron. « On n'est pas parti. Il nous amène un gringo mort. » Face au cadavre de ce Yankee, une joute s'installe entre le maire et le vieux sage pour déterminer les causes de son décès. Après un rapide examen de la victime, blessée du menton à l'épaule, le maire, personnage corrompu et méprisant envers les indigènes, conclut hâtivement à la culpabilité des 2 Indiens présents. Mais le vieux sage, armé de solides arguments, conteste son verdict. Le vieux s'approcha du cadavre, se pencha, lui retourna la tête et écarta la plaie avec les doigts. Vous voyez ces entailles parallèles, profondes à la mâchoire et superficielles en descendant. Regardez, il n'en a pas une, mais 4. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Lui répondit le maire. Je veux dire qu'une machette à 4 lames, ça n'existe pas. Ce sont des griffes de jaguar. Il a été tué par un animal adulte. Santé, ça pue. Le maire se tamponna la nuque avec son mouchoir. Bien sûr que ça pue, c'est une vraie pourriture. Baissez-vous et sentez. N'ayez pas peur du mort ni des vers. Reniflez les vêtements, les cheveux, tout. Surmontant sa répugnance, le gros s'inclina sur le mort et le flaira comme un chien peureux en évitant le contact. « Ça sent quoi ?» demanda le vieux. Les badauds se rapprochèrent pour renifler eux aussi la dépouille. « Je sais pas, comment je saurais ? Le sang, les vers ?» répondit le maire. « Ça pue la pisse de chat, dit un badaud. « De chatte, oui. De grosses chattes, précisa le vieux. « Ça prouve pas que ces types-là ne l'ont pas tué. » Le maire tentait de recouvrer son autorité, mais l'attention des habitants s'était concentrée sur Antonio José Bolivar. Le vieux reprit son examen du cadavre. Il a été tué par une femelle. Le mâle doit rôder près de là, peut-être blessé.
La femelle l'a tué et ensuite elle l'a marqué en pissant dessus pour que les autres fauves ne le mangent pas pendant qu'elle cherchait le mâle. Des contes de bonnes femmes. Ces sauvages l'ont tué et ensuite ils l'ont arrosé avec de la pisse de chat ou avec une de leurs saloperies de mixture. Les indigènes voulurent protester, mais le canon du revolver pointé sur eux leur fit garder le silence. Antonio José Bolivar, qui ne se tenait pas pour battu, se mit à étaler les affaires du mort sur les planches du quai. Une montre, une boussole, un portefeuille plein de billets, un briquet à gaz, un couteau de chasse, une chaîne en argent avec une médaille. Puis il s'adressa à un chouard dans sa langue, et l'indigène sauta dans sa pirogue pour lui tendre un sac de toile verte. À l'intérieur, il y avait des cartouches de fusil et 5 peaux de jaguar très petites, des peaux de chat moucheté. Elles étaient couvertes de sel et puaient presque autant que le mort. En voyant les peaux, les indigènes avaient échangé nerveusement quelques paroles et sauté dans leur pirogue. « Halte! Vous attendez ici que je décide, dit le maire. Laissez-les partir. Ils ont de bonnes raisons de le faire, vous n'avez toujours pas compris ?» Le vieux regardait le maire en hochant la tête. Il prit brusquement une peau et la lui lança. Le gros, en sueur, la reçut avec une expression de dégoût. « Réfléchissez, Excellence. Toutes ces années que vous avez passées ici, et vous n'avez rien appris? Réfléchissez. Ce fils de pute de gringo a tué les petits et il a sûrement blessé le mâle. Regardez le ciel, vous voyez bien que les pluies arrivent. Maintenant, représentez-vous la scène. La femelle a dû partir à la chasse pour se remplir la panse et pouvoir allaiter tranquillement pendant les premières semaines de pluie. Les petits n'étaient pas sevrés et le mâle est resté les garder. Et c'est à ce moment que le gringo a dû les surprendre, saloperie de gringo. Il chassait hors saison et des espèces interdites. Maintenant, la femelle rôde, folle de douleur. C'est l'homme qu'elle chasse. Elle n'a certainement pas eu de mal à suivre la piste du gringo. Elle a déjà tué un homme. Elle a senti et goûté le sang humain. Et pour sa petite cervelle d'animal, tous les hommes sont les assassins de sa portée. Pour elle, nous avons tous la même odeur. Laissez les chouards s'en aller. Il faut qu'ils préviennent leur foyer et les foyers voisins. Une femelle folle de douleur est plus dangereuse que 20 assassins réunis. Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. When I was just a child in school, I asked my teacher, what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera. Remontons le fil du temps à l'heure où Antonio et sa femme débarquaient à El Idilio, une 50aine d'années plus tôt. Découvrons ce qui conduisit ce jeune couple de cultivateurs à quitter la montagne pour s'installer au bord de la forêt amazonienne et comment il vécut ses premières années pleines de déconvenues. Antonio José Bolivar Proaño et son épouse, Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otavalo, s'étaient connus enfants à San Luis, un village de la Cordillère proche du volcan Imbabura. Ils avaient 13 ans quand on les avait fiancés. Et 2 ans plus tard, à l'issue d'une fête à laquelle ils n'avaient pas vraiment participé, ils s'étaient retrouvés mariés. Quelques années plus tard, Antonio et son épouse vivaient modestement, cultivant la propriété familiale, mais Dolores ne réussissait pas à tomber enceinte.
Meurtri par les railleries de leur entourage, le couple avait décidé d'abandonner la montagne pour tenter sa chance ailleurs, le jour où ils avaient entendu parler d'un plan de colonisation de l'Amazonie. Le gouvernement promettait de grandes superficies et une aide technique en échange du peuplement de territoires disputés au Pérou. Peut-être qu'un changement de climat corrigerait la déficience dont souffrait l'un des deux époux. Peu avant l'été, ils avaient rassemblé leurs maigres affaires, fermé la maison et pris la route. En bus, en camion ou simplement à pied, ils mirent 2 semaines pour atteindre le port fluvial d'Eldorado et traversèrent quantité de villes aux coutumes étranges. Après une nouvelle semaine de voyage, en pirogue cette fois, les membres tétanisés par le manque de mouvement, ils débarquèrent au bord d'une boucle du fleuve. La seule construction était une immense cabane en tôle qui faisait office de bureau, de magasin de semences et d'outils et d'habitation pour les nouveaux venus. C'était El Idilio. Là, après de brèves formalités, on leur délivra un papier pompeusement timbré qui officialisait leur qualité de colons. On leur assigna 2 hectares de forêt, 2 machettes, des bêches, quelques mesures de semences dévorées par des charançons et la promesse d'une aide technique qui ne vint jamais. Le couple commença par se construire une cabane précaire, puis se lança dans le débroussaillement. En travaillant de l'aube à la nuit, ils arrivaient à arracher un arbre, quelques lianes, quelques plantes, et le matin suivant, ils les voyaient repousser avec une vigueur vengeresse. Quand survint la première saison des pluies, ils avaient épuisé leurs provisions et ne savaient plus que faire. Certains colons avaient des armes, de vieux fusils, mais les animaux de la jungle étaient rapides et malins. Même les poissons du fleuve semblaient les narguer en leur sautant sous le nez sans les laisser attraper. Isolés par les pluies, par ces tempêtes inconnues, ils se consumaient dans le désespoir de se savoir condamnés à attendre un miracle, en contemplant la crue sans fin du fleuve qui charriait des troncs d'arbres arrachés et des cadavres d'animaux gonflés. Les premiers colons commencèrent à mourir. Certains avaient mangé des fruits inconnus, d'autres étaient pris de fièvre foudroyante, d'autres encore disparaissaient dans la panse monstrueuse d'un boa géant qui les ligotait, les triturait et finissait par les déglutir avec une atroce lenteur. Luttant stérilement contre les pluies qui à chaque nouvelle averse menaçaient d'emporter la cabane, en proie aux moustiques qui à chaque éclaircie attaquaient férocement tout le corps, piquant, suçant, laissant sur la peau des pustules brûlantes et dessous des larves qui ouvraient des plaies suppurantes dans leur progression vers la liberté verte, entourés de bêtes affamées qui rôdaient dans la jungle et dont les bruits effrayants les empêchaient de trouver le sommeil, ils se sentaient perdus quand le salut leur apparut, sous la forme d'un homme à demi nu, le visage peint de pulpe de roucou, la tête et les bras ornés de parures multicolores. Voyons comment l'apparition des Indiens Chouars changea l'enfer vert en paradis. 2 ans après leur arrivée, Dolores s'éteint, emportée par la malaria. Fou de colère contre cette terre sauvage qui lui a volé sa moitié, Antonio accepte pourtant la main tendue des Indiens et part vivre à leur côté. Auprès d'eux, il soigne son chagrin et découvre l'art de vivre avec la forêt, jusqu'à ne faire plus qu'un avec elle. Antonio apprit la langue des Shuars en participant à leur chasse. Il chassait des tapirs, des pacas, des pécaris à collier, qui sont de petits sangliers à la chair savoureuse, des singes, des oiseaux et des reptiles. Il apprit à se servir de la sarbacane, silencieuse et efficace pour tuer les animaux, et de la lance pour capturer les poissons rapides. En les fréquentant, il abandonna ses pudeurs de paysan catholique. Il allait à moitié nu en évitant les nouveaux colons qui le regardaient comme un dément. Antonio José Bolivar, qui ne pensait jamais au mot liberté, jouissait dans la forêt d'une liberté infinie. Malgré sa solitude et sa peine, il ne pouvait s'empêcher d'aimer ce monde, si bien qu'il finit par tout oublier, séduit par ces espaces sans limite et sans maître. Il mangeait quand il avait faim, il choisissait les fruits les plus savoureux, refusait les poissons qui lui semblaient trop lents, suivait la piste d'un animal de la jungle et le fait de l'avoir tué à la sarbacane doublait son appétit. Le soir, s'il désirait être seul, il s'abritait sous sa pirogue, et si au contraire il avait besoin de compagnie, il cherchait les Shuars. Ceux-ci le recevaient généreusement. Ils partageaient leur nourriture, leurs cigarettes de feuilles et bavardaient des heures durant avec lui. Mais l'événement qui acheva sa transformation se fit sentir jusque dans sa chair. Antonio avait appris les Shuars à se déplacer dans la forêt en posant la plante du pied bien à plat sur le sol, yeux et oreilles attentifs à tous les murmures, sa machette toujours bien en main. Un jour, dans un moment d'inattention, il planta celle-ci dans la terre pour arranger son chargement de fruits. Et juste comme il allait la reprendre, il sentit les crocs brûlants d'un crottat lui mordre le poignet droit.
Il parvint à voir le reptile, long d'1 mètre, qui s'éloignait en imprimant des X sur le sol, d'où son nom de serpent X. Et il réagit très vite. Il bondit en brandissant la machette de la main atteinte et coupa l'animal en morceaux jusqu'à ce que le voile du venin vienne lui obscurcir les yeux. À tâtons, il trouva la tête du reptile et, sentant que la ville abandonnée, il partit à la recherche d'un foyer chuard. Les indigènes le virent arriver en titubant. Il ne pouvait plus parler car sa langue, ses membres, tout son corps avaient démesurément enflé. Il lui semblait qu'il était sur le point d'éclater. Il parvint à montrer la tête du serpent avant de perdre connaissance. Il se réveilla des jours plus tard, le corps encore gonflé et grelottant des pieds à la tête entre 2 accès de fièvre. Les soins d'un sorcier chuard lui firent retrouver lentement la santé. Des décoctions d'herbes drainèrent le venin, des bains de cendres froides apaisèrent la fièvre et les cauchemars, et un régime de cervelle, de foie et de rognons de singe lui rendit l'usage de ses jambes au bout de 3 semaines. Tout le temps de sa convalescence, il lui fut interdit de s'éloigner du foyer et les femmes se montrèrent très strictes dans le traitement destiné à purger son corps. « Tu as encore du venin, il faut le chasser complètement, sauf une petite partie qui te défendra contre de nouvelles morsures. » Elle le gavait de fruits juteux, de tisanes et autres breuvages pour le faire uriner à toute force. Quand ils le virent complètement rétabli, les chuards l'entourèrent en le couvrant de cadeaux. Une sarbacane neuve, un faisceau de dards, un collier de perles de rivière, un cordon en plumes de toucan, tout en lui donnant de grandes tapes pour lui faire comprendre qu'il venait de passer une épreuve d'acceptation, due au seul caprice de dieux espiègles, dieux mineurs qui se cachent souvent au milieu des scarabées ou des vers luisants quand ils veulent jouer un tour aux hommes et se déguisent en étoiles pour indiquer de fausses clairières dans la forêt. Ce faisant, ils peignirent son corps aux couleurs chatoyantes du boa et lui demandèrent de danser avec eux. Il était l'un des rares survivants d'une morsure de serpent X et il convenait de célébrer l'événement par la fête du serpent. À la fin de la fête, il but pour la première fois de la natema, la douce liqueur hallucinogène préparée en faisant bouillir les racines de l'ayahuasca, et dans le rêve qui suivit, il se vit lui-même comme une partie inséparable de ces espaces en perpétuelle mutation, comme un poil supplémentaire de ce corps vert infini, pensant et sentant comme un chuard. Puis revêtant les parures d'un chasseur expérimenté et suivant les traces d'un animal inexplicable, sans forme ni épaisseur, sans odeur et sans bruit, mais doté de 2 yeux jaunes brillants. C'était un signe indéchiffrable qui lui ordonnait de rester, et il resta. Estoy siempre regresando a América Latina Je retourne en permanence en Amérique latine y la Amazonia es uno de los lugares del mundo en donde más feliz soy. et l'Amazonie est un des endroits au monde où je suis le plus heureux. Luis Sepúlveda. Es tan difícil de explicar qué es la selva. Il est d'abord très difficile d'expliquer ce qu'est la forêt. Es una región violenta y al mismo tiempo un paraíso. C'est une région violente et en même temps un paradis. Es una región de gran amor y de mucho odio. C'est une région de grand amour et de très très grande haine en même temps. Y creo que es la única región en donde el hombre se puede probar a sí mismo. Je pense que c'est la seule région où l'homme peut se prouver lui-même et à lui-même. Retrouvant Antonio à l'âge mûr, à l'heure où naît sa seconde passion, la lecture. Après 40 années passées au cœur de la forêt en compagnie des Indiens chuards, Antonio, se sentant vieillir, finit par retourner vivre à Idilio. C'est là qu'il découvre, à l'occasion d'une élection fantoche, qu'il sait lire. Obsédé par cette découverte qui lui ouvre un univers insoupçonné, il capture perroquets et singes et se met en route pour la ville la plus proche afin de se procurer des livres. Rejoignons-le au bord du bateau qui le conduit dans la ville d'Eldorado, aux côtés de son ami le dentiste. Pendant le voyage, il bavarda avec le docteur Rubicondo Loachamin et le mit au courant des raisons de son déplacement. Le dentiste l'écoutait amusé. « Mais si tu voulais avoir des livres, pourquoi tu ne m'en as pas chargé? Je suis sûr que je t'en aurais trouvé à Guayaquil. »« Merci, docteur. Le problème, c'est que je ne sais pas encore quel livre je veux lire. Mais dès que je saurai, je profiterai de votre proposition. » Eldorado n'était certes pas une grande ville, mais pour Antonio José Bolivar, qui n'avait pas quitté la forêt depuis 40 ans, c'était revenir au monde immense qu'il avait connu jadis. Le dentiste le présenta à la seule personne capable de l'aider, l'institutrice,
Et il obtint également, pour le vieux, la permission de dormir dans l'enceinte de l'école, en échange de son aide pour les travaux domestiques et la confection d'un herbier. Quand il eut vendu ses ouistitis et ses perroquets, l'institutrice lui montra sa bibliothèque. Il fut ému de voir tant de livres rassemblés. Elle possédait une 50aine de volumes rangés sur des étagères, et il éprouva un plaisir indicible à les passer en revue, en s'aidant de la loupe qu'il venait d'acquérir. 5 mois durant, il put ainsi former et polir ses goûts de lecteur, tout en faisant alterner les doutes et les réponses. En parcourant les textes de géométrie, il se demandait si cela valait vraiment la peine de savoir lire, et il ne conserva de ses livres qu'une seule longue phrase qu'il sortait dans les moments de mauvaise humeur. « Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. » Phrase qui par la suite devait produire un effet de stupeur chez les habitants d'Elidilio qui la recevaient comme une charade absurde ou une franche obscénité. Les textes d'histoire lui semblèrent un chapelet de mensonges. Était-il possible que ces petits messieurs pâles avec leurs gants jusqu'au coude et leurs culottes collantes de funambules aient été capables de gagner des batailles ? Il lui suffisait de voir leurs boucles soigneusement frisées flottant au vent pour comprendre que ces gens-là étaient incapables de tuer une mouche. Ce fut ainsi que les épisodes historiques se trouvèrent exclus de ses goûts de lecteur. Après avoir cherché dans toute la bibliothèque, il trouva enfin ce qui lui convenait vraiment. Le rosaire de Florence Barclay contenait de l'amour, encore de l'amour, toujours de l'amour. Les personnages souffraient et mêlaient félicité et malheur avec tant de beauté que sa loupe en était trempée de larmes. L'institutrice, qui ne partageait pas tout à fait ses goûts, lui permit de prendre le livre pour retourner à Elidilio, où il le lut et le relut 100 fois devant sa fenêtre, comme il se disposait à le faire maintenant avec les romans que lui avait apportés le dentiste et qu'il attendait sur la table haute, étranger au passé désordonné auquel Antonio José Bolivar préférait ne plus penser, laissant béantes les profondeurs de sa mémoire pour les remplir de bonheur et de tourments d'amour plus éternels que le temps. Revenons au début de notre aventure. Alors qu'Antonio n'aspire qu'à lire des romans d'amour, le maire lui demande de le débarrasser du dangereux félin. Depuis la perte de ses petits, la bête multiplie ses représailles. Malgré ses 70 ans, Antonio a une santé de fer et il connaît parfaitement la forêt. C'est donc lui que choisit le maire pour diriger cette dangereuse expédition. Ignorant tout de la jungle et avançant péniblement à cause de son obésité, le maire est un fardeau pour le petit groupe. L'occasion pour l'auteur de brocarder une nouvelle fois le rôle de l'État dans ces contrées sauvages. Suivons donc les 5 chasseurs sur le territoire du Fauve. « Vous avez un plan ?» demanda quelqu'un en s'adressant au maire. « On se rend au comptoir de Miranda, après on verra. » Le gros n'était évidemment pas un grand stratège. Après avoir ostensiblement vérifié que sa Smith & Wesson était chargée, il engloutit son corps dans un ciré bleu qui ne fit qu'en souligner les boursouflures. Les 4 hommes ne risquèrent aucun commentaire. Ils prenaient seulement plaisir à le voir transpirer comme un robinet rouillé condamné à couler pour l'éternité. « Tu vas voir, Limace », c'était le surnom qu'on lui donnait au village. « Tu vas voir comme tu vas être bien au chaud dans ton imperméable. Tes couilles vont bouillir là-dedans. » Sauf le maire, ils étaient tous pieds nus. Ils avaient doublé leurs chapeaux de paille de sacs en plastique, tandis que cigares, munitions et allumettes étaient à l'abri dans leurs gibecières de toile caoutchoutée. Ils portaient leurs fusils déchargés en bandoulière. « Si je peux me permettre, les bottes en caoutchouc vont vous gêner pour marcher, » dit le vieux. Le gros fit semblant de ne pas avoir entendu et donna le signal du départ. Ils eurent bientôt laissé la dernière habitation d'Elidilio et pénétrèrent dans la forêt. Il y pleuvait moins, mais l'eau tombait en lourde rigole. La pluie était arrêtée par le toit végétal. Elle s'accumulait sur les feuilles, et quand les branches finissaient par céder sous son poids, l'eau se précipitait, chargée de toutes sortes de senteurs. Ils allaient lentement à cause de la boue, des branches et des plantes qui envahissaient l'étroit sentier avec une vigueur nouvelle. Au bout de 5 heures de marche, ils avaient parcouru un peu plus d'1 kilomètre. À plusieurs reprises, ils avaient dû s'arrêter à cause des bottes du gros. Régulièrement, ses pieds s'enfonçaient dans la vase avec des bruits de succion, comme si elles avaient avalé tout le corps obèse. Il se débattait tellement maladroitement qu'il ne parvenait qu'à s'enfoncer davantage. Les hommes le sortaient en le prenant sous les aisselles, et quelques pas plus loin, il se retrouvait dans la boue jusqu'aux genoux. Il finit par perdre une botte et continua pieds nus un peu plus aisément. Le jour suivant, ils marchèrent pendant 3 heures, toujours vers l'Orient, franchissant des ruisseaux en crue, des ravins, des clairières qu'ils traversaient en tendant leur visage vers l'eau du ciel pour se rafraîchir, et ils firent halte au bord d'une lagune afin de manger quelque chose. Ils ramassèrent des fruits et des crabes que le gros refusa de manger crus.
Toujours enveloppé de son imperméable bleu, il grelottait de froid et continuait à se plaindre de ne pouvoir allumer un feu. « On est tout près, dit un homme. »« Oui, mais on va faire un détour pour arriver par derrière, dit le vieux. Ce serait plus facile d'y aller directement en longeant le fleuve, mais la bête est intelligente, et elle peut nous réserver une surprise, expliqua-t-il. Les hommes acquiescèrent et firent descendre leur nourriture avec quelques gorgées d'aguardiente. En voyant le gros s'éloigner un peu et se cacher derrière un arbuste, ils se donnèrent des coups de coude. « Sa seigneurie ne veut pas nous montrer son cul. Il est tellement con qu'il va s'asseoir sur une fourmilière en la prenant pour un trône. Je parie qu'il va demander du papier pour s'essuyer, ajouta un autre au milieu des éclats de rire. Il riait dans le dos de la limace, comme il ne manquait jamais de l'appeler dès qu'il n'était pas là. Les rires furent coupés net par un cri de terreur suivi d'une série de coups de feu. 6 à la file, vidant généreusement le revolver. Le maire reparut en remontant son pantalon et en les appelant. « Venez, venez, je l'ai vue. Elle était derrière moi et elle allait m'attaquer. Je l'ai touchée, venez. On va la chercher. » Ils armèrent leurs fusils et se lancèrent dans la direction indiquée par le gros. Ils suivirent une large traînée de sang qui redoubla l'euphorie du maire et arrivèrent devant un animal à long museau que secouaient les derniers spasmes de l'agonie. Le beau pelage jaune moucheté était souillé de sang et de boue. L'animal les regardait en ouvrant des yeux immenses et une faible plainte sortait de son museau en trompette. « C'est un ours à miel. Vous ne pouvez pas regarder avant de tirer avec votre sale jouet. Ça porte malheur de tuer un ours à miel. Même le dernier des imbéciles sait ça. Il n'y a pas d'animal plus inoffensif dans toute la forêt. » Les hommes hochaient la tête émus par la malchance de la pauvre bête, tandis que le maire rechargeait son arme sans rien trouver pour sa défense. Mais la folie meurtrière du félin a encore frappé. Un peu plus tard, Antonio et ses hommes se remettent de leurs émotions en s'accordant un moment de détente. Enfin parvenus au comptoir du Miranda, un colon installé à quelques kilomètres des Lidillo pour approvisionner les chercheurs d'or, nos hommes découvrent qu'ils ont été devancés par la bête. Labourés de griffes, les corps de Miranda et celui d'un chercheur d'or gisent au sol. Antonio offre de dépouille une sépulture indienne au beau milieu d'un marais couvert de joncs et de roses. Et le soir venu, il se console en s'adonnant à son passe-temps favori, la lecture de romans d'amour. Ce qui n'est pas sans réveiller la curiosité de ses coéquipiers. « Tu lis quoi, camarade ?» lui demanda l'un des hommes. « Un roman, mais tais-toi. Quand tu parles, tu fais bouger la flamme et moi je vois bouger les lettres. » L'autre s'éloigna pour ne pas le gêner, mais l'attention que le vieux portait au livre était telle qu'il ne supporta pas de rester à l'écart. « De quoi ça parle ?»« De l'amour. » À cette réponse du vieux, il se rapprocha très intéressé. « Sans blague, avec des bonnes femmes riches, chaudes et tout ?» Le vieux ferma le livre d'un coup sec qui fit trembler la flamme de la lampe. « Non, ça parle de l'autre amour, celui qui fait souffrir. » L'homme se sentit déçu. Il courba les épaules et s'éloigna de nouveau. Avec ostentation, il but une longue gorgée, alluma une cigarette. Le vieux s'était replongé dans son livre sans se laisser distraire en lisant à voix basse comme s'il priait. « Allez, lis un peu plus fort. »« Sérieusement ? Ça t'intéresse ?»« Bien sûr que oui, j'ai été une fois au cinéma, à l'Orra. Et j'ai vu un film mexicain, un film d'amour. Oh, comment t'expliquer, camarade ? Qu'est-ce que j'ai pu pleurer ? Alors il faut que je te lise depuis le début, comme ça tu sauras qui sont les bons et les méchants. » Antonio José Bolivar retourna à la première page. À force de la relire, il la savait par cœur. Paul lui donna un baiser ardent, pendant que le gondolier, complice des aventures de son ami, faisait semblant de regarder ailleurs, et que la gondole, garnie de coussins moelleux, glissait paisiblement sur les canaux vénitiens. « Pas si vite, camarade !» dit une voix. Le vieux leva les yeux. Les 3 hommes l'entouraient. Le maire était allongé un peu plus loin sur un matelas de sac. « Il y a des mots que je ne comprends pas », expliqua celui qui venait de parler. « Tu les comprends tous, toi ?» demanda un autre. Le vieux entreprit d'expliquer à sa manière les mots inconnus. Gondolier, gondole, puis baiser ardent parurent un peu plus clairs au bout de 2 heures d'un échange d'opinions entrecoupé d'anecdotes piquantes. Soudain, un geste du vieux fit taire l'assistance. Les hommes comprirent, empoignèrent leurs armes, éteignirent les lampes et attendirent. De l'extérieur vint le bruit tenu d'un corps se déplaçant avec précaution. Les pas étaient imperceptibles, mais ce corps frôlait les arbustes et les plantes. L'eau s'arrêtait de couler sur son passage pour reprendre ensuite son ruissellement plus fort. Le corps en mouvement décrivait un demi-cercle autour de la cabane. Le maire s'approcha du vieux à 4 pattes. « C'est la bête ?»« Oui, et elle nous a sentis. »
Le gros se redressa brusquement. Malgré l'obscurité, il trouva la porte et vida son revolver à l'aveuglette contre la jungle. Ils hochaient la tête sans faire de commentaires et regardaient le maire recharger son arme. « C'est de votre faute si je l'ai manqué. Vous passez la nuit à déconner comme des pédés au lieu de monter la garde. » « Vous avez sûrement de l'instruction, Excellence, mais vous n'entendez rien à la forêt. Vous avez tiré sans réfléchir. Face à nous, la bête n'avait aucune chance. Il fallait la laisser tourner jusqu'à ce qu'on arrive à calculer à quelle distance elle était. 2 passages encore et on l'avait à portée de tir. »« Oui, bien sûr, vous savez toujours tout. Je l'ai peut-être touché, » se justifia le gros. « Allez voir si vous y tenez. Et si un moustique vous attaque, ne lui tirez pas dessus, ça troublera notre sommeil. » Le jour suivant, le maire et ses coéquipiers se retirent, laissant à Antonio le soin d'affronter seul l'animal. Alors qu'il sait qu'il doit mettre un terme à la soif de vengeance du félin, Antonio se sent étonnamment proche de la bête. Il se prépare alors à affronter le fauve, d'égal à égal, dans un duel noble, digne d'un western. Sa machette affûtée et son fusil chargé, il s'éloigne de la cabane en suivant la piste des empreintes laissées par l'animal. Un peu avant midi, la pluie s'arrêta. Alerté par un bruit d'eau tombant à l'improviste, il se retourna, et c'est alors qu'il la vit. Située à une 50aine de mètres de lui, elle se déplaçait avec lenteur, la gueule ouverte et la queue fouettant ses flancs. Il calcula qu'elle mesurait bien 2 mètres de la tête à la queue. L'animal disparut derrière un arbuste et réapparut presque immédiatement. Cette fois, il se dirigeait vers le nord. « Si tu veux qu'on règle ça ici, d'accord, je reste » lui cria-t-il. Et il se mit en garde en s'adossant à un arbre. La femelle se montra à plusieurs reprises, se déplaçant toujours sur une trajectoire nord-sud. Le vieux continuait à l'étudier. Il suivait les mouvements de l'animal pour découvrir le point dans les fourrés où il faisait demi-tour vers le nord pour le provoquer de nouveau. « Je suis là. C'est moi, Antonio José Bolivar Proaño. Et de la patience, j'en ai à revendre. Tu es un animal étonnant, ça ne fait aucun doute. Je me demande si ta conduite est intelligente ou désespérée. Pourquoi tu ne me tournes pas autour? Pourquoi tu ne pars pas vers l'Orient pour m'entraîner à ta suite ?» Il la regardait se déplacer et fut plusieurs fois sur le point de tirer, mais il ne le fit pas. Il savait que son tir devait être sûr et définitif. S'il la blessait seulement, la femelle ne lui laisserait pas le temps de recharger son arme. Les heures passèrent, et quand la lumière diminua, il sut que le jeu de l'animal ne consistait pas à le pousser vers l'Orient. Elle le voulait ici, en cet endroit, et elle attendait l'obscurité pour l'attaquer. Le vieux calcula qu'il disposait encore d'1 heure de lumière, et il devait profiter de ce délai pour gagner la berge de la rivière et y chercher un lieu sûr. Il attendit le moment où la femelle effectuait sa volte-face pour se lancer en courant dans la direction de la rivière. Il arriva sur un terrain anciennement défriché qui lui permit de prendre de la vitesse et le traversa, fusil serré sur la poitrine. Avec un peu de chance, il pouvait atteindre la rivière avant que la femelle ne découvre sa tentative d'évasion. Il savait qu'il n'était pas loin d'un camp de chercheurs d'or abandonné où il pourrait se réfugier. Il ne lui restait plus qu'à descendre une pente d'une 15aine de mètres couverte de fougères pour atteindre la berge quand l'animal attaqua. La femelle, lorsqu'elle avait découvert sa fuite, avait dû se mouvoir tellement vite et tellement silencieusement qu'elle avait réussi à courir parallèlement à lui sans qu'il s'en aperçoive jusqu'à se retrouver à sa hauteur. Il reçut le choc des pattes de devant et roula le long de la pente en tournoyant sur lui-même. Nauséeux, il se releva en brandissant sa machette à 2 mains et attendit le combat final. Au-dessus de lui, la femelle agitait frénétiquement la queue. Ses petites oreilles vibraient, captant tous les bruits de la forêt, mais elle n'attaquait pas. Surpris, le vieux bougea doucement pour récupérer son fusil. « Pourquoi tu n'attaques pas? C'est quoi ce jeu ?» Il arma les percuteurs et visa. À cette distance, il ne pouvait la rater. Là-haut, la bête ne le quittait pas des yeux. Soudain, elle poussa un rugissement triste et fatigué et se dressa sur ses pattes. La réponse affaiblie du mâle se fit entendre tout près et le vieux n'eut pas de mal à le repérer. Plus petit que la femelle, il était étendu à l'abri d'un tronc d'arbre mort. Sa peau collait aux os et un coup de feu lui avait presque arraché une cuisse. Il respirait à peine et l'on voyait que son agonie était très douloureuse. « C'est ça que tu voulais? Que je lui donne le coup de grâce » cria le vieux. Et la femelle disparut dans la végétation. Il s'approcha du mâle blessé et lui caressa la tête. L'animal souleva lourdement une paupière. En examinant plus attentivement la blessure, le vieux vit que les fourmis avaient commencé à le dévorer.
Il posa les 2 canons du fusil sur le poitrail de l'animal. « Excuse-moi, camarade. Cette ordure de gringo nous a tous gâché la vie. » Et il tira. Il ne voyait pas la femelle, mais il la devinait au-dessus de lui, cachée, secouée par des sanglots presque humains. Guillaume Gallienne sur France Inter. Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Luis Sepúlveda. Yo siempre he pensado que como J'ai toujours escritor pensé, en tant qu'écrivain, tengo la magnífica misión de que escribir j'avais la la historia de los mission perdedores. merveilleuse d'écrire l'histoire des perdants. Porque la historia de los vencedores la escriben L'histoire des otros. vainqueurs, c'est d'autres qui l'écrivent. Y a mí me interesa escribir la historia de los Moi, ce qui perdedores. m'intéresse, c'est l'histoire des perdants. A los escritores, especialmente a los latinoamericanos, nos tocó una misión Nous bastante autres écrivains complicada, latino-américains, nous avons une mission assez compliquée, y que es la de ser los conservadores de la memoria. c'est-à-dire d'être les conservateurs de la mémoire. Passé cette émouvante trêve fraternelle, l'heure de l'ultime combat a sonné. Le soir tombant, Antonio gagne un ancien poste de chercheur d'or pour se protéger du félin. Sur place, il ne trouve qu'une vieille et grande pirogue pour s'abriter. Étendu sur le sable, sous la coque du bateau, le fusil et la machette à portée de main, il finit par sombrer, épuisé, dans un sommeil agité. Mais au réveil, l'animal est là, tout près de lui. À en juger par la lumière, il devait être près de midi quand il sentit la présence de l'animal. Il guetta ses mouvements jusqu'au moment où, sur un flanc, un bruit l'avertit qu'elle creusait sous les pierres, servant de support à l'embarcation. En rampant sur le dos, il recula jusqu'à l'autre extrémité de la pirogue, juste à temps pour éviter les griffes qui venaient d'apparaître et lancer des coups à l'aveuglette. Il releva la tête, appuya la crosse du fusil contre sa poitrine et tira. Il put voir le sang jaillir de la patte de l'animal tandis qu'une intense douleur au pied droit lui apprenait qu'il avait mal calculé l'écartement de ses jambes. Plusieurs chevrotines l'avaient atteint au pied. Ils étaient à égalité, tous les deux blessés. Il l'entendit s'éloigner, et s'aidant de la machette souleva un peu la pirogue juste assez pour la voir à quelques 100 mètres, qui léchait sa patte blessée. Alors il rechargea son arme, et d'un coup renversa la pirogue. Quand il se redressa, la blessure lui causa une douleur atroce et l'animal, surpris, s'allongea sur les rochers en calculant son assaut. « Me voici, finissons ce maudit jeu une fois pour toutes !» Il s'entendit crier d'une voix qu'il ne connaissait pas et sans bien savoir s'il l'avait fait en chouard ou en espagnol. Puis il la vit courir sur la plage comme une flèche mouchetée, malgré sa patte blessée. Le vieux s'agenouilla et l'animal, arrivé à 5 mètres de lui, fit un bond prodigieux. Griffes et crocs sortis.
Une force inconnue l'obligea à attendre que la femelle ait atteint l'apogée de son vol. Alors il appuya sur la détente. L'animal s'arrêta en l'air, son corps se tordit, et il tomba lourdement, le poitrail ouvert par la double décharge. Antonio José Bolivar Proaño se releva lentement. Il s'approcha de l'animal mort et fut ému de voir que le cou l'avait déchiqueté. Sa poitrine n'était qu'une immense plaie et des débris de tripes et de poumons lui sortaient du dos. Elle était plus grande encore qu'il ne l'avait pensé quand il l'avait vue pour la première fois. Malgré sa maigreur, c'était une bête superbe, une beauté, un chef-d'œuvre de grâce impossible à reproduire même en imagination. Le vieux la caressa, oubliant la douleur de son pied blessé, et il pleura de honte, se sentant indigne, avili, et en aucun cas vainqueur dans cette bataille. Les yeux brouillés de larmes et de pluie, il poussa le corps de l'animal jusqu'au bord de la rivière, et les eaux l'emportèrent dans les profondeurs de la forêt, vers les territoires jamais profanés par l'homme blanc, vers le confluent de l'Amazone, vers les rapides où des poignards de pierre se chargeraient de le lacérer, à tout jamais hors d'atteinte des misérables nuisibles. Puis il jeta rageusement le fusil et le regarda s'enfoncer sans gloire, bête de métal honnie de toutes les créatures. Antonio José Bolivar ôta son dentier, le rangea dans son mouchoir et sans cesser de maudire le gringo responsable de la tragédie, le maire, les chercheurs d'or, tous ceux qui souillaient la virginité de son Amazonie, il coupa une grosse branche d'un coup de machette, s'y appuya et prit la direction d'El Idilio, de sa cabane et de ses romans, qui parlaient d'amour, avec des mots si beaux que parfois il lui faisait oublier la barbarie des hommes. Ça peut pas faire de mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Pierrick Charles à la technique. Merci à eux, merci aussi à Fanny Leroy, Estelle Gap et Claire Tesser qui l'ont préparée.